Bref, je présente quand même un peu mon chemin de vie, parce que c'est quand même le départ chez Jean Daniel. J'ai commencé dans les années 70 au club électronique, avec Jean Daniel, puisqu'il avait ouvert son club électronique. Après, de fil en aiguille, on a passé au microclub, des Mickey et tout ce qui suit. J'ai fait des études d'ingénieur, je n'ai pas fait de doctorat, je n'ai pas fait de professeur, mais j'ai bossé à l'EPFL pendant 33 ans. Et tout le temps on me dit, mais qu'est-ce que tu fais à l'EPFL? Tu enseignes, tu fais de la recherche? Je ne fais pas de la recherche, je n'enseigne pas. Je bosse dans l'administration, au niveau informatique. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que ce travail d'informatique dans l'administration, c'est un grand travail, ça occupe beaucoup de monde, et puis ça fait du salaire, ça fait de mail, ça fait plein de choses. Puis à force d'être vieux à l'EPFL, donc j'ai de l'histoire, l'équipe Bolo, qui est le musée m'ont approché un jour et m'ont dit, tu ne veux pas venir chez nous parce qu'on a besoin de ta tête, parce que dans ta tête, tu as quand même pas mal de choses au niveau de tout ce qui s'est fait à l'EPFL. Et c'est pour ça que finalement, je suis un défendeur des superordinateurs, donc des supercomputers, que j'ai absolument détesté à l'époque, parce que je voulais taper le smack et tout ça. Je trouvais que c'était des machins qui fument et qui puent et qui coûtent trop cher. Et maintenant, c'est moi qui les défends et c'est moi qui les garde. Donc il ne faut jamais dire jamais, parce qu'on va mal. Bref, alors moi je vais vous présenter les superordinateurs, je vous présente par là, on va les voir en bas. On ne va pas faire long, parce qu'on a un apéro qui nous suit, puis après tout le monde, on va les faire dans l'apéro. Je vais vous parler un peu des Cray 2. Je vais essayer de redémarrer un Blue Gin. Un Blue Gin, c'est une machine qu'on a pu récupérer, qui va très vite, qui coûte très cher, et qu'on a pu récupérer et rallumer. Les autres, on n'a jamais pu les rallumer, parce que c'est pas possible de rallumer. Donc on allumera, on fera un petit Hello World, ça va prendre 5-10 minutes, pas plus, on va vraiment aller vite. Et quand on a terminé la partie gros ordinateur, on va aller dans une machine à remonter le temps. Dans les ordinateurs, on a déjà une machine à remonter le temps. On va voir une petite exposition qu'on a fait pour vous, rien que pour vous aujourd'hui, où on a pu récolter 22 smakies. Donc on a une table, une grande table, où on a mis 22 smakies en longueur. Ils sont tous différents. On n'a pas mis 22 fois 100%, on a vraiment mis chaque fois 22 smakies différents. Et vous verrez du smaki 2, le 1, on n'a pas pu le choper. On ne sait pas où il est. On n'a pas réussi à mettre la main sur la tête, jusqu'au smaki infini. Et ça, vous allez avoir la larme à l'œil, parce que quand vous mettez les 22 smakies, vous allez vraiment voir, moi j'en ai fait quelques-uns, j'ai vécu tout au début, vous allez vraiment voir un sacré, vous allez avoir le cœur qui fait beaucoup. On est au 4e, on va descendre au 2e, on va travailler toute l'informatique, traverser toute l'informatique au 2e étage. Parce que là on est des corridors avec les portes qui sont vertes. Si jamais vous vous perdez, vous sortez de l'EPFL, donc vous sortez de ça chauffe beaucoup. Comme je dis, ça chauffe beaucoup, ça chauffe vraiment beaucoup. Et comme c'est très serré, il faut refroidir. On ne peut plus refroidir avec de l'air comme on sait avant, on le refroidit avec un liquide. C'est-à-dire que ça, c'est un aquarium. On a mis toutes les cartes dans un liquide, et puis on fait tourner le liquide, et puis on refroidissait des trucs comme ça. Le problème, c'était bien, mais quand il fallait dépanner, il faut sortir les cartes, il faut mesurer les cartes, il y a du liquide, au moment où on ouvre une porte, il y a tout qui sort. Alors le truc de Cray, il a dit, bon voilà, ils font du liquide pour dépanner, d'accord. Et au lieu de prendre bêtement un bidon, un de ces bidons de pétrole et tout ça, puis mettre à peu près le mètre cube, c'est pas de la flotte, c'est du fluorinet dedans, et il a dit, on va faire une fontaine. Et ça, c'est le réservoir du Cray. Et puis comme il faut faire joli chez Cray, on va faire, vu que le liquide il sert à rien, on va le faire tourner là-dedans. Bon, ça c'était tout transparent. Après on a voulu mettre de l'eau pour tous ces côtés, mais avant c'était vraiment transparent, translucide. Et il s'est tourné le liquide là-dedans. Et quand les gens venaient à l'EPFL regarder par la porte, parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans le centre de calcul, mais on pouvait voir au loin, ils disaient, regardez, il y a le Cray qui tourne, il y a la fontaine qui tourne. Et quand la fontaine tournait, le Cray il était en panne. Et puis qu'on avait mis le liquide dans la fontaine. En fait, le Cray, quand il fonctionnait, c'est quand la fontaine ne tournait pas. Et tous les gens qui venaient, c'était génial, ils avaient entendu parler de Cray. Regardez, il y a la fontaine qui tourne, il y a le Cray qui tourne. Alors ça, c'est pour la petite histoire du liquide. Ce genre de machine, on n'arrive plus à le mettre en état, parce que c'est vraiment du trop gros, que c'est du gros de chez gros. Vous avez vu, il y a des rangées de cartes, des cartes qui sont très serrées. Chaque rangée est alimentée par un rack d'alimentation, donc par des barres d'alimentation. C'est alimenté sous 5 volts, à l'époque on était sous 5 volts, et il y a 1000 ampères par rangée. J'ai 14 rangées, donc j'ai 14 000 ampères par 5 volts. Vous vous amusez plus avec ça, c'est des choses, c'est de la folie pure. C'est des trucs, à une époque on allait faire ce genre de trucs là, mais non on ne peut plus. Donc ici on ne rallumera jamais. On l'a mis à l'arrêt en 88 ou après 88.
Non, il était servi jusqu'en 93, de 88 à 93. J'ai un petit pignon, en fait, j'ai plus de mémoire. Hein, j'ai quitté le panneau du Cray 2, c'est pour ça que je sais. En 93. Cray nous l'a laissé, normalement il devait repartir, il nous l'a laissé, parce qu'en fait c'est du matériel militaire. On n'a pas le droit de laisser du matériel militaire, même s'il n'est pas utilisé, parce qu'on a peur que les gens démontrent et puis les cartes. Mais ils nous l'ont laissé dans les corridors du Midi. Les corridors du Midi, c'est des grands corridors. Et puis il y a quelques années, environ 5 ans, je crois, plus exactement, tout à coup il y a Mediacom. Donc Mediacom c'est une entreprise, c'est le service qui s'occupe des événements à l'EPFL, qui me téléphone, qui dit non, monsieur Dufray, c'est à vous ces gros trucs électroniques qui sont dans le corridor, parce qu'on aimerait les débarrasser, et donc on veut savoir si on peut les envoyer chez vous. Je dis mais des gros trucs, il y a des gros trucs dans les corridors, parce qu'on les voit tous les jours. Oui, c'est machin en force de C et tout. Et il voulait envoyer ça à la poubelle chez Goutte parce qu'il fallait faire de la place pour faire justement des apéros. Alors on a dû déplacer ce machin à d'urgence, on avait 2 mois pour déplacer ce truc, puis il fallait trouver un endroit, on est venu ici, par chance on avait le droit de venir là, mais porter un machin comme ça, il n'y a pas de roulette. Tous les ordinateurs maintenant, ils ont des roulettes, c'est des armoires, c'est sur roulette, et si vous vous déplacez avec là, il n'y a pas de roulette. Et le grand problème, il était tout monté, et puis moi je ne savais pas comment le déplacer, on ne peut pas. On appelle Frédérici, il fait le tour. Il dit ouais c'est bien joli, mais ils sont où les crochets moi, vraiment un gros problème. Alors une semaine avant, j'ai commencé à tout démonter, regarder s'il y avait des points d'ancrage, il n'y avait pas de points d'ancrage. J'ai dit tiens je peux me prendre sur les plots d'alime pour pouvoir reprendre le truc. Mais combien ça pèse? Et puis quand je lis le manuel, ça fait autour des 4 tonnes ou un truc comme ça. Et je dis, oh, 4 tonnes, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas réussir à traverser les corridors parce qu'il faut descendre ici, hein, il était de l'autre côté de l'école. Vous voyez, vous avez vu par où vous avez passé, il faut la porter ici, ce machin, hein, c'est pas évident. Je dis, on va pas y aller. Je commence à le démonter pour enlever les cartes, tout, puis je fais mon petit calcul, je dis, ah là j'ai enlevé 350 kilos de cartes, on va pas y arriver non plus. On est loin. Puis je dis, ben, on a vraiment un gros problème. Et du coup, je relis encore la doc, et je me dis, ah, mais c'était 4 tonnes avec le liquide. Et le liquide, il avait 1,4 de densité, et il y avait environ 2 tonnes de liquide. Alors c'est sûr que, du coup, il était transportable. J'avais 2 tonnes, j'arrivais à déplacer, et j'arrivais à transporter mon on était sauvé. Mais ça n'a pas été facile. Et pour voir après comment le démonter tout ça, j'ai pu reprendre des photos historiques où on avait fait l'inauguration du Cray, où on avait montré comment ce qu'on avait monté, et moi j'ai fait du reverse engineering pour pouvoir savoir comment le transporter. Donc ça c'est très rigolo parce que c'est un ordinateur où, comme je vous l'ai dit, j'ai craché dessus, j'ai dit bon on a qu'à mettre 1000 PC, puis ça va très bien, et puis ben, maintenant c'est moi qui le défends, et puis c'est grâce à moi qu'on l'a ici. Donc il faut faire attention avec ça. Aussi, ce qui est rigolo, c'est qu'en 93, c'était vraiment l'ordinateur, en 88, l'ordinateur le plus puissant du monde. Et maintenant, ce machin-là, il est plus lent, ou il est à peu près la même chose qu'un iPad 2. L'iPad 2, je ne sais pas comment est-ce qu'on est, mais l'iPad 2 était plus rapide que ce truc. Alors, vous voyez, un iPad 2, ça fait sur une pile, ça fonctionne presque pendant 8 heures. Et puis ça, c'est, on a dit 14 000 ampères. On voit que l'accumulateur n'est pas le même. Ok, voilà, donc là vous avez vu cette histoire-là. Donc là c'était bien parce qu'on mettait, il y avait un processeur qui était câblé, et puis de la mémoire, et puis un petit peu de calcul derrière. On a pu le monter à 2, là je crois qu'on a pu même mettre à 4 processeurs, on a pu l'upgrader d'un cours de route. Mais c'était du monoprocesseur. On était le fameux truc à Béat qui disait qu'est-ce qu'on fait avec du multitâche et tout ça. Ben là on sait du multitâche mais avec peu de processeurs. Après, on s'est aperçu que c'était pas facile de faire du multitâche, même que Béat a dit, mais c'est facile à faire du multitâche. On a voulu faire du multitâche, mais avec beaucoup de processeurs. Et ça, c'était les générations suivantes, où là, on a tout de suite des milliers de processeurs. Donc, on a à peu près la même puissance, à peu près le même poids. Non, il est aussi très lourd. Et là, c'est des milliers de processeurs. Et quand on va voir le Blue Gene, on est en dizaines de milliers. Donc, on a simplifié le problème du multitâche en mettant beaucoup plus de processeurs. Et c'était une grande révolution de passer de ça à ça. Il Cray, il n'y croyait pas, il n'a pas voulu, après c'est quand même décidé de faire ce genre. Vous savez, pour la petite histoire, pourquoi cette machine-là, on était plus joli de la mettre un petit peu au milieu et tout. Le problème, c'est que la dalle, elle ne risque pas de tenir tout le temps. Donc, on avait l'obligation, j'ai eu l'obligation de la mettre à 2 mètres du Cray. On n'a pas pu avoir le poids, parce que quand on a voulu le porter, on a voulu mettre une grue et une balance, et la balance, elle n'est pas plus. On n'a pas pu savoir le poids de la. Alors, moi, je me suis bagarré, parce qu'on n'est pas exactement à 2 mètres, et je me suis dit, oui, mais le centre de gravité, il est là, il est pas. Bref, j'ai eu le droit de le mettre ici, mais on voit qu'on a vraiment couillé contre le truc.
Si on avait une autre dalle, on aurait pu avoir une place beaucoup plus jolie et c'était beaucoup plus intéressant. La lime pour ce truc, c'était une armoire à part? C'était une chambre. C'est une chambre. Et puis c'est une chambre, en plus c'est américain, donc ça venait en 60 Hz, mais en plus il travaillait en 400 Hz. Donc il y avait des moteurs qui tournaient à 5 Hz. On avait du 50 Hz qui fait du 60 Hz qui fait tourner les moteurs à 400 Hz pour faire tourner et tout était alimenté par en dessous, donc on était sous un faux plancher, il y avait le refroidissement qui arrivait, c'était des gros tuyaux, et les kiloampères arrivaient aussi avec des tuyaux assez gigants. Comme j'ai dit, là on est de l'ordre de ça, de processeurs, là on est beaucoup plus, on est dans les milliers, et puis là-bas on est dans les dizaines de milliers. Ça consomme toujours la même chose, en gros, on est toujours autour des 100 kW, sauf que ça c'est toujours qui consommait vraiment un petit peu plus. Et pourquoi on changeait d'ordinateur? Pourquoi on arrêtait l'ordinateur? Parce qu'il fonctionnait très bien. C'est pas comme les iPhones, des trucs comme ça, ou l'iPhone parce qu'il ne marche plus. Là, il marchait très bien. Mais la génération suivante calculait 2 fois plus vite ou 2 fois moins d'énergie. Et la problématique de ces trucs-là, c'est l'énergie, c'est l'électricité. Et quand on consomme beaucoup d'électricité, il faut encore refroidir. Donc généralement, on met une fois pour faire tourner l'ordinateur, et on met encore une fois pour sortir l'électricité. Alors nous, on a de la chance, on est au bord du lac, et puis on peut aller chercher l'eau froide dans le lac et injecter un petit peu de la teinte, ça ne coûte pas trop cher. Mais l'électricité, c'est le gros problème. Et c'est pour ça que le Blue Jing-P qu'on a là-bas, eh ben, on l'a aussi démonté, il marchait aussi très bien, on l'a démonté pour prendre le Blue Jing-Q qui consommait la même chose mais qui calculait 4 fois plus. C'est vraiment la problématique des superordinateurs, c'est ça. On trouve mieux pour moins cher. Pourquoi? Parce qu'il y a l'air froid qui rentre dans le sol, il rentre par-dessous, il rentre là-dedans, on a un plantinet qui traverse toutes les cartes, on a des cartes, voilà, c'est simple, et qui ressort en haut, comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a, ça se fait des petits trains. Et on avait 4 armoires. L'air, elle rentre froid dedans, elle sort chaud dehors, ça c'est normal. Mais au milieu, on avait mis encore un radiateur pour refroidir encore l'air du milieu, parce qu'autrement, l'air était trop chaud. Et c'est assez précis, l'air, je ne sais plus, il rentre. On donne un chiffre, il rentre à 20, il n'a pas le droit de sortir à plus que 21 de l'autre côté. Donc ça doit être vraiment très régulé. Et on est malin quand on a posé cet ordinateur au centre de calcul aux mathématiques, on l'a mis malheureusement sur, on a des faux planchers, il y a des chemins de câbles sur les faux planchers. C'est des paillasses avec des câbles dedans. Et quand c'était plus joli, on a mis l'ordinateur sur le chemin de câble. Et quand on avait tout monté et tout, on fait les calculs, puis il refusait de démarrer parce qu'il y avait un demi-degré de trop. Et on a vu que c'était le chemin de câble, et on a dû tout décabler pour déplacer l'ordinateur de 30 cm. On vient le chemin de câble de 30 cm pour avoir les problèmes. Donc c'est vraiment assez tricky le refroidissement de ces machines-là. Du reste, maintenant, le nouveau, le Blue Jing-Q, ça c'est le P, le Q, il est refroidi à l'eau. Donc il y a des petits fils, des petits tuyaux qui arrivent sur chaque processeur et c'est refroidi comme ça. On a moins ce problème. Dans ce Blue Jing-P, donc on avait 4 armoires. Normalement, le plus grand, ce qui était le plus grand, c'était 64 armoires. Je ne sais pas, ce truc, c'est vraiment un étage complet. Il faut voir le truc. Nous, c'était un petit, hein, mais le petit, il était quand même dans les top 20 au niveau mondial à l'époque. On a des cartes processeurs, comme ça. Ça, c'est en gros ce que vous avez dans votre Macintosh ou dans votre PC. Il y a un processeur à 4 corps, 13 gigaflops, donc ça va quand même assez vite. Il y a 4 GB de RAM et il n'y a pas de disque dur. Il y a une connexion réseau et tout. Et de ces machins comme ça, on en a 32 sur une carte. Les cartes, on en a 512 dans une armoire. Non, on en a 1024 dans une armoire. Et on a 4 armoires, on a 4000. Donc on voit que ça commence à faire beaucoup. Parce que dans un processeur, on en a 4. On a 4 corps. Parce qu'on travaille avec des corps, ça veut dire qu'on peut faire un programme élémentaire. On peut faire un gros programme dans chaque corps. On fait du multitâche hardware. On ne fait pas du multitâche software, on fait du multitâche hardware à ce niveau-là. Alors ça veut dire que dans les 4 armoires, on avait 16 000, on pouvait faire tourner 16 384 programmes en même temps. Le problème, ça marchait bien quand on alimentait avec des gros câbles. C'est du gros, hein. Et voilà la prise électrique, et puis il y avait un câble comme ça par armoire. Alors vous voyez bien que je ne vais pas pouvoir, moi, petit défendeur du musée Bollot,
demander au service électrique, oui mon coco, j'aimerais avoir une alimentation comme ça, et puis je vais faire marcher ça, en plus ça va chauffer, donc il faudra du climat et tout et tout. Alors on a dû trouver une solution, on a dû prendre qu'une armoire, et cette armoire, on a enlevé la moitié des tiroirs. Ça veut dire que les tiroirs qui sont en haut, je les ai juste poussés, je les ai pas enfoncés. On a enfoncé une tiroir en bas. Et dans les tiroirs d'en bas, on travaille qu'avec 500 ordinateurs. Donc on utilise le quart du quart du quart. Donc le quart du quart de la demi de ce qu'on avait à l'époque. Et grâce à ça, j'ai plus qu'avoir besoin 3 fois 16 ampères. Ça, ce petit machin-là, c'est quand même l'alimentation d'une villa, hein, c'est ce que vous avez quand même chez vous. Donc il faut que ça... Mon petit bout de 500 cœurs qui sont en bas, c'est l'alimentation d'une villa. Donc vous comprenez pourquoi avant je vous disais que ça coûtait cher. S'il compte en fer à repasser, Jean-Marie, là, 3 fois 16 ampères, ça fait combien de fer à repasser? C'est triphasé. Hein. Ça fait 40 fer à repasser. 40 fer à repasser, voilà. Donc ça chauffe, hein, ça déménage. Voilà. Alors, pourquoi on a réussi à faire ça? C'est ça qui est génial. C'est que le Cray 2, je ne peux pas lui dire, je coupe mon processeur ou mes 4 processeurs, je les coupe en petits morceaux puis je fais marcher comme petit bout. C'est pas possible. C'est 1 ou 0, je ne peux pas couper. Là, j'ai pu tout couper. J'ai pu dire sur les 16 000 processeurs, j'en ai fait tourner que 512. Et c'est ça qui était génial parce que j'ai pu travailler sur les statistiques. Pour construire une machine comme ça, automatiquement, quand on a 16 000, quand on a beaucoup de choses, il y a quelque chose qui tombe en panne. Si vous n'avez qu'une voiture, il y a peu de choses qui tombent en panne, vous mettez 10 000 voitures, vous aurez des problèmes avec les voitures. Là, c'est la même chose. Les processeurs, ils tombent en panne. Et vous ne pouvez pas faire des calculs sur des choses qui tombent en panne. Parce que vous êtes en train, en permanence, de changer les cartes, et en permanence, les gens sont en train d'éteindre la machine, sur ce type de ça. Alors, on a un système qui détecte, puis qui dit, c'est qui, toi? Ah oui, moi, j'ai tant de processeurs. T'en as combien qui fonctionnent? Ah ben, j'ai tant qui fonctionnent. Ok, je vais faire des calculs sur les processeurs qui fonctionnent. Et puis là, sans rien toucher de la configuration qu'on avait quand on avait les 4 machines, j'ai rallumé mon truc, lui il a demandé c'est qui toi? Il m'a dit oui, moi je suis une armoire, ouais, j'ai que 8 tiroirs qui fonctionnent, j'ai que la moitié de l'armoire qui fonctionne, voilà ce que j'ai à disposition. Mais j'ai quand même 1000 cœurs, donc j'ai quand même 1000 cœurs. Et puis après j'ai dit ok, t'en as 1000, mais j'ai fait des calculs que sur 500, pour pas faire péter les plombs derrière. Et c'est pour ça que j'ai pu rallumer ce truc. Les autres superordinateurs, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Grâce qu'on avait un système, je dirais pas d'auto-réparation, mais auto-détection, on a pu se permettre de... Puis peut-être dans mes 1024, j'en ai peut-être que 950, puis les autres sont peut-être foutus, parce que ça tombe en panne assez facilement. En particulier quand on laisse tomber comme ça. Et quand on met les doigts dessus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc là je vous explique un peu tout le truc. Maintenant, on va faire tourner un Hello World. Parce que ça sert à rien, je vous fais un gros calcul, vous allez rien comprendre, vous allez rien voir, puis on verra le résultat, ça sert à rien. Par contre, le Hello World, tout le monde connaît. C'est dire hello, bonjour. Mais je vais faire tourner un Hello World sur 500 processeurs. Donc, on va lancer mon Hello World, et puis, au bout d'un moment, ils vont tous me dire bonjour. Puis ils vont me dire Hello World, je suis le 125e, Hello World, je suis le 345e. Puis ça va arriver un petit peu, suivant la vitesse, et suivant comment ce qu'on attribue, un petit peu décalé. Le problème, c'est que pour lancer 500 Hello World, je ne peux pas les lancer à la main, je ne peux pas faire un port comme ça, tout ça. Donc il y a tout un système qui va se passer. Ça n'a pas de disque dur, mais c'est un ordinateur. Ça veut dire qu'on va charger un système Linux dessus, on va lui télécharger un système Linux, donc on va monter 500 machines Linux dessus, et après on va lui lancer les 500 programmes. Et pour ça, on a besoin d'avoir 2 moyens de communication. On a les petites routes pour aller chercher notre pain à la micro, on a les autoroutes pour aller chercher notre pain à Genève. Alors, les petites routes pour aller à la micro, c'est les câbles bleus, c'est du 1 gigabit, et les grosses routes pour aller à Genève, les autoroutes, c'est les petits câbles orange, c'est les fibres optiques. Et les câbles bleus, c'est pour piloter les cartes, pour dire où est-ce que tu es, là, et les câbles orange, c'est pour mettre les datas, c'est pour télécharger les cœurs Linux. Quand on a déplacé la machine qui était au DIT, j'ai dit au responsable, parce que c'est un responsable qui m'a aidé, j'ai dit, on est en train de décabler, tu sais remonter tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. On a mis la machine, on a mis là, puis j'ai dit, maintenant mes câbles bleus, puis les câbles orange, je les branche où? Il dit, moi je sais pas, moi je sais travailler là, mais je ne sais pas travailler là. Donc résultat, j'avais 2 machines, j'avais un paquet de câbles, et je n'avais pas de manuel. Je ne savais pas comment mettre ça. Pourquoi on n'a pas de manuel? Parce que ça, c'est des prototypes
quand ils sont venus, il y a des Américains qui sont venus en pantalon court, barbus, tout. Ils ont regardé ce machin pendant une semaine. Ils nous ont donné le manuel d'utilisation, mais pas le manuel du câblage. C'est ça, c'est le propriétaire chez eux, on l'a pas. Donc moi j'étais très emmerdé parce que j'avais promis à tout le monde que j'allais rallumer la bête. Tout le monde m'a dit que c'est impossible, qu'il n'y arrivera pas. Et là j'ai perdu mon pari. J'étais vraiment embêté. Puis tout à coup j'ai eu l'idée, comme avec le Cré 2, d'aller reprendre les photos d'époque, dire, comme c'était des machines qui étaient chères, qui coûtaient cher, et puis qu'il y avait des politiciens, et puis qu'il y avait des champagnes, hein, et comme ça, on faisait des selfies. Alors il y avait des gens qui étaient comme ça, déjà, comme ça, avec la flûte de champagne, et puis ils étaient pris, regardez, je suis à côté de l'ordinateur du compte. Et moi j'ai fait des applaudissements, j'ai regardé qui était. Et puis comme les Américains, ils avaient bien bossé, sur chaque câble, c'était marqué qu'est-ce qu'il y avait et tout ça, et j'ai fait le schéma de câblage avec les photos des gens qui pouvaient. Donc il y a une sacrée histoire, ça n'a pas été facile de rebrancher cette histoire-là. J'ai pu reprendre les photos et regarder tout ça parce que là qui était à côté avec le champagne, et moi c'était pas la flûte qui m'intéressait, c'était ok. Donc on va allumer la bête. Le problème c'est que ces bêtes-là, elles tournent normalement dans des environnements protégés. Environnements protégés, on ne met pas des interrupteurs, des disjoncteurs à courant de défaut. C'est les disjoncteurs qu'on a dans les salles de bain, quand on passe la tondeuse gazon électrique, on a ces machins, puis jamais on a un court-circuit, ça déclenche. Là, comme c'est du portable et tout, on m'oblige de mettre un disjoncteur de courant de défaut. Et ce machin-là, eh ben, il a une grosse puissance, et il fait péter tout le temps au démarrage. Donc je dois faire, c'est comme avec une moto, je dois appuyer plusieurs fois pour pouvoir charger les condos de filtrage de mes alimes pour que ça accepte de démarrer. Donc ça ne démarre vraiment pas facile. Donc petite histoire, quand on l'a allumé, quand on l'a re-allumé, on l'a allumé, on avait pris un extincteur parce qu'on avait peur qu'on n'ait pas fait juste de tout, on avait mis un extincteur, tout, on était prêts, les câbles, on a mis là-bas, si jamais avec l'expose et tout. On démarre, tout, ça marche, oh, génial, ça fait du bruit et tout. Une minute après, pouf! Un immense nuage blanc, jaune, vraiment radioactif, hein, qui fait peur et tout. Qu'est-ce qui se passe? On éteint tout et tout, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une alim, c'est un de ces gros blacs, il y a 9 alimes qui a pété, qui a sauté. Et c'est un condensateur, un de ces gros condensateurs qui a explosé, il était raide. Et c'est bête parce qu'ils avaient déjà des problèmes quand ils l'utilisaient. Ils avaient dit, oh on a une alim, mais ils avaient pas tellement réagi parce que sur les 9 alimes, on n'utilise que 4 et on a toujours une de backup. Ils travaillent toujours sur la ligne de backup. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté chez Distrelec pour 10 francs 50 un condo, j'ai soudé mon condo, j'ai mis mon alim. Et puis donc c'est des choses qu'on a encore réparées, c'est comme ça vaut la peine à faire des études électroniques. Ok, alors on va allumer, on va mettre le courant, mais maintenant ça va faire tout un processus pour démarrer, parce qu'on n'envoie pas des kiloampères dans ce machin comme ça. Il y a d'abord les ventilateurs qui vont s'allumer. Je vous donne la procédure maintenant, parce qu'après que le bruit ça va être pénible pour longtemps. Les ventilateurs vont s'allumer, donc on a un ventilateur par étage de tiroirs. Ils vont faire un check, ils vont regarder où est la température, ça tourne, le volume. C'est comme dans les avions, hein, ils font leur check, tac, tac, tac. Après, je vais dire, ok, comme ça c'est au point, je vais donner l'ordre, je vais dire, ok, tu t'allumes. Il va tester sur la première partie, là où il y a les câbles bleus. C'est là où il y a les chefs, comment. Il va tester, il va faire son inventaire, il va regarder. Il va alimenter les cartes une après l'autre. Il va alimenter les cartes. Et quand il aura alimenté toutes les cartes, il dit, voilà, je suis prêt, je suis bon, je peux lancer mon calcul. Et c'est seulement que j'aurai toutes les lumières vertes, on verra les lumières vertes, ça fait environ 2 minutes, les lumières vertes arrivées, je pourrai mon calcul. Après, je vais envoyer mon calcul. 40 secondes après, ça charge sur l'écran. La démo, elle n'est pas très intéressante. Voilà. Par contre, la façon de faire et puis la façon d'envoyer 500 jobs, à la main, on fait hello world, run, return, donc on compile, on link, c'est réglé. Mais là, c'est un petit peu plus. Voilà. Là, il a passé au deuxième coup. Voilà. On commence à vérifier actuellement. Là, maintenant, ils ont dit ok, c'est bon. On accepte de mettre la puissance. C'est-à-dire qu'il y a du refroidissement, on accepte d'alimenter les trucs. Maintenant, je vais donner l'ordre d'alimenter. On va commencer à alimenter. On va regarder les cartes qui ont les câbles bleus. On commence à clignoter, c'est-à-dire qu'il y a du réseau qui passe, ils vont prendre les applications de côté. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah ben voilà, j'ai des choses à alimenter, j'ai des choses. Et après, quand il a fait son inventaire, il va alimenter les cartes. Là, il prend environ 2 minutes pour faire ce genre de lancement moto. Alors, on voit que les petites lumières vertes sont alimentées sur les contrôleurs. Maintenant, on
a les cartes qui s'alimentent, on les voit un petit peu. Et puis quand c'est stabilisé, ça fait mon micro vert, ça va être bon. Voilà. Maintenant, ça veut dire que les cartes sont alimentées, je peux lui envoyer des jobs. Moi, je vais lancer mon Hello World. C'est pour une maîtrise, ça prend environ 45 secondes. Ça veut dire qu'il va prendre des trucs, il va les envoyer, il va démarrer. Le programme, il va tourner en quelques microsecondes. Hein. C'est Hello World, right? Charge l'OS, en fait. Mais ça va faire quand même 40 secondes pour arriver. Après, on va les voir arriver ici. Charge l'OS, là, non? Comment? Charge l'OS. Alors, il charge l'OS et le programme. Ouais. L'OS, c'est quoi? Un propriétaire? Non, c'est Linux. Ah, mais aussi sur Ce les qu'il faut machines. savoir, c'est que chaque carte a son adresse IP. Donc, il faut voir qu'il y a un dash CP de s'essuyer l'adresse. Hein. Ouais. C'est un joli Et les processeurs, c'est les processeurs IBM ou c'est des PowerPC. C'est les mêmes PowerPC. C'est les mêmes PowerPC qu'on avait eu des consoles de jeux. Qu'est-ce qu'il dit là? Voilà, là il a terminé. Et il a dit voilà, hello, je suis le 75e de 512. Hello, je suis le 7e de 512. Et ça a défilé 500 fois. Hello, je suis le 3e de 512. Et le calcul est terminé. Donc là, c'est pas un gros calcul. Non, il voulait le reprendre parce que comme on s'est demandé, cette armoire-là valait encore 20 000 francs au prix de vente. D'accord. Mais il n'y a personne qui voulait l'acheter. Enfin, y a personne qui voulait. Alors, mais IBM, ils sont très pointilleux. Le coût de les transporter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est IBM Vaud qui a pris 20 000 francs sur leur budget publicité, qui a donné à IBM Finance USA pour qu'ils s'en servent pour acheter. Donc en fait, c'est IBM qui a racheté ça. Il l'a racheté. Mais combien de temps pour rebrancher tout ça? Ah, ça a pris du temps. 2, 3 mois? Non, un mois. Ah ouais, d'accord. Un mois, on travaille 2 mois.